beaucoup Faustine pour toutes ces précisions. À l'approche de la présidentielle de 2017, une proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée nationale veut modifier les règles en matière de parrainage, financement de la campagne, mais aussi de temps de parole dans les médias au détriment des petits candidats inquiets de ces nouvelles dispositions. Jérôme Rabier. C'est une petite révolution qui se profile pour les candidats à l'élection présidentielle. Première proposition du projet de loi, les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter seront désormais directement envoyés au Conseil constitutionnel et non collectés par les candidats. Et la liste intégrale des parrainages sera publiée en temps réel, évitant le faux suspense parfois provoqué. Objectif de la transparence, mais les petits candidats crient au déni de démocratie favorisant les grands partis. L'idée qui consiste à dire que les parrainages, vous ne pouvez plus aller les collecter directement. C'est-à-dire que si vous mettez en place ce que nous sommes en train de faire, une force vive sur le terrain pour aller au contact des maires, pour nouer une relation privilégiée avec certains maires, eh bien tout ça, ce n'est évidemment plus possible puisque les maires devront adresser directement leur candidature au Conseil constitutionnel. Autre point sensible de la réforme, l'accès aux médias une fois la candidature validée. Actuellement, il y a 5 semaines d'égalité des temps de parole avant le premier tour. Le texte propose de n'en garder que 2, accompagné de 3 semaines d'équité et non plus d'égalité, c'est-à-dire une représentation des candidats en fonction des résultats des dernières élections et des enquêtes d'opinion, inadmissible pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est une magouille qui vise à verrouiller l'expression politique, puisqu'il n'y aura plus d'égalité du temps de parole pendant 3 semaines, là où se forgent véritablement les votes. Donc c'est une volonté des 2 principaux partis et du Parti socialiste de cadenasser l'expression politique et de faire taire les gens indépendants, les candidats indépendants. C'est une honte. La proposition de loi prévoit aussi de fermer tous les bureaux de vote de France au même horaire, 19 h. Elle vise également à renforcer les moyens de la commission de contrôle des comptes de campagne qui devra, à partir de 2022, ne prendre en compte que les dépenses des 6 mois précédant le scrutin contre une année actuellement. Le texte débattu dès mercredi prochain au Sénat doit être rapidement adopté car il est ensuite impossible de modifier les règles moins d'1 an avant l'élection présidentielle. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Catherine Tasca, bonsoir, sénatrice socialiste des Yvelines. Merci d'être avec nous. J'accueille également Olivier Cadic, bonsoir, sénateur UDUC, représentant les Français établis hors de France. Maxime Werner est également ce soir sur notre plateau. Bonsoir. Vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2017 et vous êtes soutenu par l'Association des jeunes de France. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous pensez de cette proposition de loi. Et Loïc Blondiot, bonsoir. Vous êtes professeur des universités au département de sciences politiques de la Sorbonne, spécialiste du vote et de la participation politique. Catherine Tasca, pourquoi la gauche a-t-elle souhaité, environ 18 mois maintenant du scrutin présidentiel, moderniser les règles applicables à cette élection? À chaque élection, il y a contestation finalement des modalités de déroulement de l'élection. Et donc, Jean-Jacques Urvoas, qui a pris l'initiative de cette proposition de loi, a proposé d'anticiper sur les critiques et les difficultés qui reviennent de façon tout à fait récurrente après chaque élection pour améliorer, moderniser, je ne sais pas, mais en tout cas pour améliorer les règles. C'est ainsi que ça avait été présenté justement à l'époque par Jean-Jacques Urvoas, une volonté de modernisation des règles. Oui, ça inspire tous les projets de loi, la volonté de modernisation. En l'occurrence, il s'agit de clarifier les règles, de les rendre plus compréhensible et par les candidats et les formations qui les soutiennent et par le public aussi, par nos concitoyens. Et je pense que cette proposition de loi apporte un certain nombre d'améliorations et il était grand temps de régler ça. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse faite par Catherine Tasca, Olivier Cadic? Cette proposition de loi permet des améliorations aux règles applicables à l'élection présidentielle? Je suis sénateur, mais j'oublie pas que je suis aussi un entrepreneur. J'ai créé mon entreprise. Et dans le domaine de l'entreprise, on fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on fait l'amélioration quand il y a amélioration à faire juste après. Donc l'élection normalement. La difficulté, moi je l'expérimente depuis 5 ans, depuis que François Hollande est au pouvoir, c'est que c'est toujours juste avant l'élection qu'on modifie la façon de fonctionner. Et sous prétexte d'amélioration, il y a des améliorations dedans, on est d'accord. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et qui privilégient effectivement les 2 grands partis. Et on voit qu'il y a une entente cordiale qui s'est créée là récemment, sur laquelle il n'y a pas d'accord. Donc il faut se méfier des textes où l'on fait un peu trop tard
des modifications, des règles du jeu qui n'avantagent que 2 candidats. C'est compliqué de faire passer ça. On continue notre tour de table avant de rentrer dans le détail de cette proposition de loi. Maxime Werner, on a dit que ce texte se faisait finalement au détriment des petits candidats et on sait qu'il y a une pétition contre cette proposition de loi qui circule. Alors moi, je vais vous surprendre, je suis un petit candidat si vous voulez. J'étais candidat en 2012 et je n'ai pu recueillir que 358 parrainages d'élus. Pourtant, j'ai fait 1 an et demi de Tour de France pour aller voir les maires. Donc je vois bien la limite des 500. Mais le vrai problème, et c'est là où les candidats devraient se poser la question, c'est de limiter l'accès à l'élection et donc finalement de limiter le débat qui doit avoir lieu pendant une élection présidentielle. Aujourd'hui, je crois en tout cas qu'avec cette réforme, on sous-entend 2 choses. La première, c'est qu'un maire qui donne son parrainage soutient le candidat. Donc, vous avez compris qu'avec la réforme, il sera public et il sera en temps réel. Il faut peut-être expliquer aux gens que ça n'est pas du tout un soutien, mais que c'est tout simplement un acte administratif qui permet la pluralité du débat politique. Par exemple, si les députés, les maires, les sénateurs, les conseillers de métropole pouvaient donner plusieurs parrainages, ils auraient peut-être beaucoup moins de mal à le donner, parce que 80% des maires ne le donnent pas par risque, justement, de s'afficher, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est que je suis pour les 500, parce que je crois qu'en effet, il faut limiter l'accès à l'élection présidentielle. Cela étant, les partis politiques ont déjà des moyens financiers, par une avancée, évidemment, dans une démocratie qui est le financement public des partis politiques via les élections législatives, et cette inégalité de moyens leur permet de compenser, entre guillemets, cette fameuse égalité de temps de parole à la télévision pour être présent davantage sur le terrain. Et je crois aujourd'hui que cette égalité, elle est essentielle pour permettre, via les médias qui sont un facteur puissant, de continuer à débattre. Sinon, attention, ce sera sur Internet que les candidats vont s'exprimer, et là, ce sera autre chose. Ce sera des paroles peut-être plus radicales, différentes. Ouais. Alors, avant de rentrer sur le détail de temps de parole, Loïc Blondiot, vous dites cette proposition de loi risque de porter atteinte, je vous cite, à la biodiversité du paysage politique. Oui, je ne vois pas du tout quelle est l'urgence de ce texte. Il me semble que si l'on part du principe que le moment de l'élection présidentielle est le seul moment où les citoyens peuvent être exposés à des visions du monde très différentes, parce que pendant tout le reste du temps, ce sont les 3 grands partis aujourd'hui qui monopolisent l'accès aux médias. Il me semble que là, on a affaire vraiment à un recul démocratique, c'est-à-dire qu'on va se priver d'une égalité de temps de parole de l'ensemble des candidats pendant 3 semaines, et c'est assez considérable. Alors je veux bien que ça facilite le travail des grandes chaînes, mais je ne vois pas en quoi le législateur devrait aider à la facilitation du travail des grandes chaînes. Dernier point, ça ne me semble pas du tout une urgence, parce que tendanciellement, on s'aperçoit que le nombre de candidats à l'élection présidentielle a tendance à baisser. Il y en avait 16 en 2002, 12 en 2007 et 10 en 2012. C'est peut-être justement à cause de ces règles aussi. Et voilà, non, mais justement, alors combien veut-on qu'il y en ait? Est-ce qu'on veut qu'il y en ait 2 au premier tour? Il me semble qu'il y a un vrai problème démocratique, me semble-t-il, avec cette législation. Alors, Catherine Tasca, peut-être répondez à ce que vient de dire Loïc Blondiot. L'objectif n'est évidemment pas de limiter le nombre des candidats, et d'ailleurs, on va voir, le paysage est encore tout à fait ouvert. Je voudrais préciser une chose en ce qui concerne les parrainages. Ce qui a été choisi ce matin en commission, c'est la publication du nombre de parrainages au fil des jours, jusqu'à 500. En temps réel. En revanche, la position de la Commission, c'est de ne publier le nom des soutiens, le nom des parrains plus exactement, qu'à la fin du processus, quand les 500 seront atteints. Donc, ça n'est pas une publication simultanée qui aurait en effet pour effet peut-être de contraindre, de gêner l'expression d'un certain nombre de soutiens. Le chapitre le plus important, c'est effectivement l'accès aux médias. Moi, je ne pense pas qu'il y ait là un recul. Il faut donner à la période intermédiaire, avant l'ouverture de la campagne officielle, une capacité, je dirais, d'animation de la campagne. Et la stricte égalité des temps de parole donne en fait un résultat souvent assez désastreux. Elle s'impose pour la période de la campagne officielle, mais en amont, je pense qu'il n'est pas du tout nuisible de se fier à un principe, alors qui est plus difficile à mettre en œuvre, qui est celui de l'équité, assorti d'une programmation équitable, d'une programmation qui donne toutes ses chances à chacun des candidats. Ça suppose un travail entre les chaînes et le CSA qui va devoir édicter des règles. Il faut qu'elles soient claires, ces règles, et il faut que la programmation
des émissions électorales dans les 2 semaines qui précèdent la campagne officielle, soit une programmation, je dirais, très cadrée, annoncée, sur laquelle nous pourrons juger avant de dire si c'est un progrès ou un recul démocratique. Ouais. Moi, je pense que ce sera mieux pour l'exposition des candidats, des petits comme des grands. Avant de faire agir Maxime Werner, Olivier Cadic, quelle est la position ici de la droite sénatoriale sur cette question des temps de parole? C'est vrai qu'on a parlé, et là je reprends les propos de Jean-Jacques Urvoas, de règles finalement un peu baroques en termes d'égalité de ces temps de parole, avec le même temps de parole pour Jacques Cheminade ou Nicolas Sarkozy par exemple. On est dans une compétition face à tous les Français, qui est une élection qui est quand même fondatrice pour la Ve République. L'élection présidentielle, c'est la mère de toutes les élections. Et donc, il y avait un principe qui avait été dicté, qui avait été du temps du général. C'était cette vision. Donc, c'est pour ça qu'il avait donné ses 500 parrainages, pour que justement n'importe qui ne puisse pas se présenter. C'était tout à fait clair. Le monde a changé. Les médias, l'importance des médias par rapport à ce que c'est 62 n'a bien évidemment rien à voir. Ceci étant, encore une fois, ça fait un peu bricolage. On dit, vous voyez, on n'est pas tout à fait clair. Et merci pour vos réserves. Donc, dire on va voir, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Eh bien, si on doit faire des tests, on ne le fait pas sur l'élection maire. Donc, c'est un petit peu ce qui a été dit au niveau de l'UDI. Ça fait partie des réserves que nous avons. C'est pour ça que notre groupe n'a pas voté en commission. Il y a ce point-là. Et puis, un autre point bloquant qui est aussi de passer de 1 an à 6 mois pour les comptes de campagne. On comprend bien que cette histoire maintenant de primaire où les 2 grands partis essayent de s'organiser pour définir qui va être leur candidat, on est en train de modifier, de jouer avec la loi pour pouvoir s'adapter à 2 partis. Ça pose des difficultés. Ça, c'est si vous voulez, les raisons pour notre groupe qui ont fait que, c'est celles qui ont motivé le refus. J'en ai d'autres qui concernent les Français à l'étranger. Je voudrais quand même en parler. Pardon, et on fera réagir aussi peut-être Maxime Werner. Est-ce que vous vous sentez handicapé par cette problématique d'accès aux médias et de temps de parole? Vous parliez notamment de l'aspect réseaux sociaux, Internet, finalement, qui pourrait aussi vous permettre... Mais nous, on n'attend pas le changement de loi. Moi, j'ai déjà lancé ma web télé, on fait des débats, on fait plein de choses. Le problème, pour moi, c'est la vision qu'on a de ce qu'est une élection présidentielle. Je suis venu ici il y a quelques années, j'étais encore plus jeune, arpenter avec mes baskets le Sénat et convaincre les sénateurs de mettre en tout cas l'éligibilité à 18 ans à toutes les élections. C'est 24 au Sénat. On a fait ce travail-là il y a quelques années, on a été entendus. Et qu'est-ce qu'on sous-entendait? C'est qu'il faut pousser les citoyens à participer davantage aux élections. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, certes, on va réduire certainement le nombre de candidats. Quand il y a peu de candidats, attention, c'est Marine Le Pen et ce genre de candidats-là qui sont des espèces de signifiants vides, qui vont attirer eux des électeurs qui pourraient voter pour d'autres personnalités. Et là où il y a un drame, pour moi, c'est que moins il y aura de candidats, plus il y aura cette suspicion. Et le problème de cette loi, c'est pas vraiment la réforme en réalité, c'est que n'importe qui, ces fameux complotistes, mais il y en a bien plus que ce qu'on pense, se disent attention, c'est le président de la République et la majorité sénatoriale en l'occurrence, qui veut réduire la capacité notamment des petits partis ou des partis plus à gauche de l'échiquier, de se présenter pour faire un espèce de tunnel et pouvoir gagner. Et là, il y a un drame, c'est que les institutions doivent avoir une autre vision d'élection présidentielle et la diversité des candidats, pour moi, enrichit, alors qu'à l'époque de Giscard, c'était autre chose, c'est qu'il ne voulait pas de candidats fantaisistes. Alors, depuis, il s'est passé des choses et je crois qu'aujourd'hui, avoir les 500 parrainages montre bien... Pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce plateau ce soir. Loïc Blondiau, après je vous donne la parole. Moi, je voudrais rappeler 2 éléments de contexte. Cette proposition de loi a été lancée au moment des résultats des élections régionales. Et le soir des élections régionales, vous aviez un consensus des acteurs politiques disant il faut tout changer. On a bien le... Bon, si c'est ça, le changement, il me semble qu'il ne va pas forcément dans le bon sens. L'autre élément de contexte, c'est la difficulté de renouvellement du paysage politique français, renouvellement des acteurs, renouvellement des forces politiques. Or, tout se passe comme si, finalement, au lieu de faciliter l'accès à la fois aux médias et à la candidature, on essayait de restreindre. Il me semble que ça va complètement en sens inverse de ce qu'exigerait un vrai renouvellement de la démocratie française. Catherine Tasca, vous êtes sensible aussi à ces arguments, effectivement, à ce tripartisme qui semblait s'installer au soir des élections régionales et avec aussi ce besoin de renouvellement peut-être exprimé par les Français? De mon point de vue, rien dans cette réforme ne conduit fatalement à la réduction du nombre des candidats. Je pense que c'est en fait le contexte politique qui décidera du nombre des candidats et je rejoins notre jeune ami.
en réalité, l'exigence des 500 soutiens, des 500 parrainages, est une exigence qui se maintient, qui est normale, qui est souhaitable. Sur le problème du calendrier, c'est toujours un mauvais moment pour faire des réformes, notamment électorales, des modes de scrutin. Mais ce matin, en commission des lois, en ce qui concerne les comptes de campagne, par exemple, il a été proposé, il faut que ce soit voté maintenant, il a été proposé de maintenir le délai d'1 an jusqu'à la prochaine échéance. Et si on doit changer ce délai pour le réduire à 6 mois, ça n'interviendra pas pour la prochaine élection présidentielle. Ce qui veut dire qu'on a bien entendu la crainte d'une manipulation, il faut appeler les choses comme elles sont, à la veille d'une élection. Donc pour éviter ça, nous avons, sur la proposition de notre rapporteur, le sénateur Béchu, décidé qu'on s'en tenait au délai d'1 an et qu'on reverrait la question pour la prochaine élection. Mais je vous trouve très pessimiste sur la diversité du paysage. Moi, je pense qu'il y aura, bien au-delà, comme vous dites, des 2 grands partis, qu'il y aura, et d'un autre qu'on ne souhaite pas voir arriver à l'Élysée, en dehors de ces 3 hypothèses, il y aura beaucoup d'autres compétiteurs. Et ça n'est, les règles qui sont proposées, encore une fois, la proposition de loi n'est pas adoptée à l'heure où nous en parlons, les règles n'induisent pas automatiquement une réduction du nombre des candidats. Sur les temps de parole, là, on peut discuter. Moi, je pense que la formule de l'équité est une formule plus souple, plus attractive pour nos concitoyens qui seront devant les écrans, mais on peut effectivement en penser diversement. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de la commission Jospin, c'était juste après l'élection présidentielle de 2012, de remplacer les 500 parrainages d'élus par 150 000 parrainages de citoyens? Nous n'avons pas beaucoup avancé sur les référendums populaires dans notre pays. Ça changerait beaucoup de choses. Ça pourrait, et notamment la suspicion. Loïc Jondiot, oui. Moi, ça n'est pas tant la question du nombre de candidats, c'est une question, mais il me semble que si vos amendements sont adoptés, notamment à propos des signatures de parrains, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Ça n'est pas la question du nombre que la question de la possibilité pour les citoyens qui ne sont pas exposés ordinairement à la politique. C'est-à-dire qu'on a affaire finalement à des citoyens qui font leur devoir d'électeurs mais qui ne sont pas très politisés. On sait que ces citoyens se servent beaucoup des grands médias au moment de la présidentielle pour former leur jugement. S'ils n'ont pas accès véritablement à des discours différents, dissonants par rapport à ceux que l'on entend pendant l'ensemble de la période qui précède et qui sont effectivement monopolisés par les grands partis politiques, il me semble que là, c'est un déficit démocratique. Lorsque l'on regarde les résultats des élections, ils sont indexés sur le temps de parole des candidats et le temps de présence des candidats, non pas pendant la campagne, mais pendant les mois qui précèdent la campagne. Et ça vaut en France, ça vaut dans d'autres pays. Il y a une très forte corrélation entre la visibilité médiatique des candidats et le score qu'ils font aux élections. Là, vous privez et les parrainages. Et vous privez là vraiment les petits candidats d'une tribune qui me paraît essentielle pour la santé de notre démocratie. La réponse peut-être de Catherine Tasca et ensuite on donnera la parole à Olivier Cadic sur les Français de l'étranger aussi. Peut-être si vous souhaitez répondre nous confrontons nos convictions. Il n'y a pas de certitude dans ce domaine. Moi, je pense, en tout état de cause, nous n'avons pas affaire à la même exposition en 2017 qu'à la précédente élection. Parce que les réseaux sont entrés dans la danse, que l'information va passer par toute une série de canaux qui étaient beaucoup moins présents en 2012 et a fortiori en 2007. Donc je vous trouve pessimiste. Je ne pense pas que les électeurs soient aussi captifs que vous le pensez des émissions des grands médias. Ils sont structurants, ces grands médias. On garantit l'égalité absolue de traitement pendant la campagne officielle. Qu'en amont, on cherche un autre équilibre, à la condition qu'il y ait une programmation équitable. Je pense que ça ne jouera pas contre les petits candidats, comme on dit. Il y a une demande, il y a des primaires citoyennes qui sont en train de s'organiser. Oui. On verra ce que ça donnera. Mais cette demande, elle peut, selon moi, elle ne peut pas être niée par les institutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les institutions continuent à faire ces règles, des gens vont les contourner.
Et peut-être que plein de petits candidats se mettront ensemble et arriveront à avoir cette exposition. Olivier Cadic, oui. Je voudrais vous entendre aussi, parce qu'on arrive au terme de ce débat, sur les Français de l'étranger, puisqu'il y a une disposition aussi qui concerne l'harmonisation des horaires de fermeture des bureaux de vote. Alors comment ça va se passer pour les Français expatriés? Ah non, mais ça c'est... Le 19h partout, c'est une chose, mais il y a une disposition particulière. Oui, qui fait que, en fait, il y a une modification, il y a un article qui prévoit que les Français de l'étranger, jusqu'à présent, ils pouvaient voter à l'étranger pour les élections représentant leurs représentants locaux à l'étranger, dont je fais partie, et la possibilité de toujours voter pour le maire ou le conseiller régional de là où ils vivaient auparavant. Et maintenant, avec cette nouvelle disposition, ce ne sera plus possible. Donc il faudra qu'ils fassent le choix, où c'est d'un côté ou de l'autre. Donc on fait perdre le côté racine aux Français de l'étranger. Et deuxième chose, il y a une disposition très problématique, et c'est pour ça que j'ai fait un amendement pour supprimer l'article 8, qui est que tous les 5 ans, si vous ne vous manifestez pas au consulat, vous allez être automatiquement radié du registre consulaire. Et maintenant, avec cette disposition de l'article 8, en même temps, vous êtes radié de la liste électorale. Alors quand vous êtes aux 4 coins du monde, dans votre village, que parfois vous n'avez pas reçu le courrier et tout ça, vous allez être radié de la liste électorale, et ça, c'est pas possible. Donc moi, c'est une demande que je vous fais absolument. Revenez là-dessus lorsqu'on va être dans l'émission. Le message est passé. Rendez-vous en séance la semaine prochaine. Vos collègues représentants à la commission des lois ont obtenu la suppression de cet article. Ça va vous faire plaisir, il n'y aura pas de radiation automatique. Vous avez la réponse avant d'attendre la séance. Merci beaucoup Catherine Tasca, merci Olivier Cadic, merci Maxime Werner, merci Loïc Blondiot. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Ce soir à 22h, votre rendez-vous, on va plus loin, présenté par Paul Bouffard et Sonia Mabrouk, qui reviendront sur l'information principale de la journée, la révision constitutionnelle adoptée à l'Assemblée nationale. Rendez-vous demain à 14h45.